à l'intérieur du pays. Donc, on a amélioré de façon significative ce plateau technique et on va continuer de l'améliorer. On va continuer de l'améliorer. On ne va pas arrêter parce que justement, vous l'avez dit, le capital humain est au cœur de tout. Vous avez des pays qui n'ont aucune ressource, même pas des terres arabes, qui n'ont pas effectivement accès à de l'eau facilement, qui n'ont pas une population extrêmement importante, qui ont réalisé des prouesses qui aujourd'hui sont des pays développés. Parce que ils ont su vendre le capital humain, le former. Aujourd'hui, c'est l'économie du savoir, c'est-à-dire la matière grise. Elle est même beaucoup plus importante que des matières premières que vous pouvez avoir. Les gens réalisent des fortunes en inventant des choses avec l'économie du digital et l'intelligence artificielle, mais c'est des milliers, des milliards que les gens font en quelques années. Donc, le capital humain, qui est l'éducation et la santé, sont au cœur de toute politique d'un pays qui veut véritablement accélérer sa croissance, comme nous voulons le faire à l'horizon 2020. Et la CMU, on ne peut pas ne pas en parler, on est pris par le temps. Si c'est sur cette question, je pense que si vous avez une question sur la CMU. Moi, je demandais à M. le Premier ministre, parce que les Ivoiriens, au-delà des infrastructures sanitaires, se plaignent quelquefois des services qui leur sont proposés dans nos hôpitaux. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous soigner, alors que ça devait être gratuit, vous devez payer. C'est régulièrement qu'on entend ces plaintes. Y a-t-il un travail à faire à ce niveau aussi? Vous prévoyez de le faire pour le nouveau quinquennat? Oui, bien sûr. Des sujets comme les questions de gouvernance, parce que vous voulez parler de, je dirais peut-être de corruption, ou vous voulez parler de qualité de service aux patients. On va donc étape par étape. L'objectif étant d'arriver vraiment à l'optimum. Nous étions dans un environnement où il n'y a pas assez de centres de santé, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez d'équipements qui marchent. On arrive aujourd'hui à un système où on atteint des taux où enfin on peut avoir accès à un centre de santé. Enfin on peut avoir accès à des médecins ou à des infirmières. Enfin on peut avoir accès à un système de protection sociale. C'est près de 20 millions de personnes qui sont aujourd'hui enrôlées à la CMU et le président a pris la décision, bien sûr il y a l'année dernière, de rendre gratuit, je dirais, les soins aux populations en milieu rural et s'étant enrôlés, je dirais, à la CMU. Donc, ça a explosé, je dirais, l'accès aux soins, aussi bien en infrastructure qu'en soins réels. Maintenant, ici et là, oui, on peut avoir des situations où le personnel, je dirais, a encore des problèmes de professionnalisme. On peut avoir ici et là des cas où, et des plaintes comme ça, c'est vrai, on attend, et l'objectif, c'est effectivement d'attaquer ces sujets-là. Déjà, souvent, il y a des problèmes de motivation, et la nouvelle loi hospitalière prévoit que une partie des ressources sont générées par l'hôpital, et ces ressources sont gardées à l'hôpital, et une partie des ressources proviennent du système central du budget de l'État. Mais sur les ressources qui sont générées par l'hôpital, il est prévu également que des primes soient octroyées à certaines catégories de personnel en fonction de leur performance. Voilà une voie ouverte pour permettre à un directeur d'hôpital ou un directeur de centre de santé d'avoir une meilleure prise sur son personnel parce qu'il a les moyens, effectivement, de le motiver et éventuellement de le sanctionner si ce n'est pas, je dirais, s'il n'a pas les prestations. Et la CMU, monsieur le représentant du candidat, compte à ce jour plus de 20 millions d'abonnés, preuve d'une forte adhésion. Mais je ne sais pas si vous avez entendu ces plaintes de certains Ivoiriens qui dénoncent le manque d'accès aux médicaments. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour régler cette question? Le manque d'accès aux médicaments, je sais que près de 1200 pharmacies sont affiliées au système CMU, près de 3000 centres de santé sont affiliés au système CMU, et que pour ce que je sache, ces 1200 pharmacies acceptent, je dirais, les cartes CMU et livrent les médicaments et sont payés. Ce système fonctionne normalement. Je ne sais pas si vous parlez des médicaments dans les pharmacies privées auxquelles des malades de la CMU, possédant la CMU, ne peuvent pas accéder, ou s'il s'agit de médicaments qui sont délivrés au sein de l'hôpital et que... Dans les pharmacies. Alors, dans les pharmacies, alors il faut bien voir parce que il y a plusieurs types de maladies qui sont couverts, pas, et donc il peut se faire que peut-être que les médicaments qui sont demandés ne sont pas disponibles, ou alors il peut se faire que ce n'est pas couvert. Mais si on vous donne normalement une ordonnance pour ces médicaments-là, sachant que c'est avec la carte CMU, normalement c'est couvert. Encore que vous pouvez avoir dans une ordonnance des médicaments qui sont couverts par la CMU et d'autres médicaments qui ne sont pas couverts. Donc il faut rentrer vraiment dans le détail au cas par cas pour voir de quoi il s'agit. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que les pharmacies jouent le jeu. Ils ont trouvé avec la CMU des accords sur les prix qui sont satisfaisants. Et donc, quand ils ont la disponibilité, quand effectivement c'est couvert par la CMU, ils le livrent. Maintenant, on peut venir et ce n'est pas couvert. Donc, pour le patient qui a une ordonnance qui
qui a la carte CMU, il se dit quelquefois que la totalité des médicaments va être couverte, et peut-être qu'il découvre arriver là-bas. Là encore, il y a de la formation à faire pour savoir ce que couvre la CMU, ce qu'elle ne couvre pas, etc. Mais nous allons faire un effort de ce côté-là pour essayer d'examiner de plus près cette question et voir dans quelle mesure, là également, apporter, je dirais, une amélioration au système d'accès aux médicaments. Il y a juste 3 sujets encore avant qu'on passe au 3e pilier. Jeunesse et emploi, on ne peut pas l'occulter. En 2023, vous avez décrété 2023, année de la jeunesse, avec le programme PG Group qui consacrait 1 milliard de francs CFA par jour à la jeunesse. Alors des jeunes, aujourd'hui encore, se demandent en 2025 à quand notre tour. Oui, on a eu bien sûr le PJ Gouv, mais on a également eu Jeunes et Avenir. On a Agir pour les jeunes qui ont permis donc non seulement de financer des stages, de financer, je dirais, de l'entrepreneuriat, de financer des projets. On a créé entre 2015 et 2011 et 2025 près de 6 millions d'emplois, dont 1 200 000 emplois formels. Donc c'est énormément qui a été accompli. Et comme je le dis, on essaie de renforcer la formation des jeunes à qui on donne accès à un certain nombre de ressources pour créer leur propre entreprise. Ça se fait progressivement. Toutes les régions, je dirais, sont touchées. Moi, en tant que président de région, j'ai effectivement pu bénéficier de ces ressources pour les jeunes de ma région. Naturellement, les jeunes de ma région, je n'ai pas pu satisfaire les besoins de tous les jeunes de ma région. Mais ceux qui sont les plus motivés, qui ont de bons projets, ont eu accès à ces ressources-là et, surprise agréable, ont extrêmement bien réussi, ont remboursé, je dirais, ces ressources, ont même investi dans d'autres secteurs et, je dirais, sur les dernières évaluations que nous avons faites, ont donné des résultats qui sont extrêmement intéressants. Mais au fur et à mesure, bien sûr, une couche de plus en plus large de jeunes va être touchée. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de venir ici, j'ai examiné quand même le tableau de bord de l'emploi. C'est vrai, vous avez créé un certain nombre d'emplois, vous n'avez pas de 6 millions sur 10 ans. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, en tout cas l'école ivoirienne, injecte à peu près 400 000 étudiants sur le marché de l'emploi. C'est énorme. Alors, quel est le programme que vous entrevoyez pour qu'on puisse absorber tous ces jeunes, d'autant que les mêmes études indiquent que les jeunes, si on ne fait rien pour que les jeunes soient insérés, ça peut être une bombe à retardement. Bien sûr, nous en sommes parfaitement conscients et dans ces projets de société que nous avons, c'est pour ça que je le disais, je dirais tantôt, le secteur privé, le développement du secteur privé est l'axe central, le pivot véritablement central de cette stratégie. Parce que partout dans le monde où que vous allez, l'État ne crée pas des emplois, l'administration ne crée pas les emplois. Sur une cohorte de 400 000 qui sort, l'administration peut en prendre 20 000, 25 000. Mais je dirais le secteur privé va en prendre 100 000. Donc ce secteur privé-là, c'est lui qui doit être dynamisé pour pouvoir effectivement créer des emplois. D'où l'investissement, je dirais, dans le capital humain, l'investissement dans les infrastructures pour pouvoir attirer les investissements privés, créer des entreprises qui vont embaucher les jeunes. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est le développement du secteur privé et ce sont les entreprises privées qui créent, je dirais, de l'emploi. Donc, c'est bien pour cela que nous avons dit, au cours des 5 prochaines années, on passe à un système d'accélération. L'État, à nouveau, est arrivé maintenant, le pays est arrivé maintenant à un niveau où, je dirais, les réglages sur un certain nombre de secteurs clés par rapport à d'où nous venons est satisfaisant pour pouvoir accélérer la machine et avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Donc, dans divers secteurs stratégiques, on va accroître l'investissement, qu'il soit national ou direct étranger, pour pouvoir investir dans des secteurs où il y a un potentiel énorme de création d'emplois. Dans le secteur agricole, on pourra en venir, dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire, dans tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs à potentiel. Mais il faut investir, il faut créer effectivement de la valeur ajoutée, il faut créer des emplois et l'État va stimuler ça. Donc la réponse à l'emploi, c'est la création d'un environnement propice à l'investissement privé, créateur par excellence d'emplois et de revenus.